Yo, j'espère que vous allez bien. Histoire de terminer cet été un peu calme niveau vue, on va pas se mentir, les dernières vidéos ont pas fait des top all time. Je voulais vous faire une petite vidéo un peu hors série, même complètement hors série, qui parle pas du tout de manga, parce que j'ai pas besoin de raison, mais que j'avais envie de parler des livres que vous voyez là. Il faut savoir qu'en fait, depuis que je suis adulte, pas depuis que je suis adulte, mais depuis quelques années, depuis que j'ai un peu d'argent, en fait, c'est plus ça, je me suis mis en tête de racheter mes livres d'enfance, en fait, que j'avais tous bazardés au gré de vide-greniers et de brocantes diverses, ne sachant pas qu'un jour il me manquerait. Et donc, ouais, depuis 2 3 ans, je rachète pas mal les livres qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, y compris en bande dessinée. Et il y avait, parmi ceux-là, il y avait les deux livres que vous voyez là, qui ont été publiés en 95, je crois, les deux, au moins l'un des deux, l'autre c'est sûr. 94 et 95, c'est ça. Donc j'avais 10 ans, 10 et 11 ans respectivement pour ces deux recueils. C'est des recueils de nouvelles, je vais vous expliquer un peu. Et ils m'ont beaucoup marqué en fait quand j'étais en sixième. Je les ai lus l'année de ma sixième. Donc j'avais 11 ans comme je dis. J'aimais déjà l'horreur. C'est de l'horreur, vous vous en doutez au vu des couvertures. Mais j'aimais l'horreur comme un enfant, c'est-à-dire j'avais pas encore énormément de références. J'avais commencé à m'intéresser à Lovecraft, dont j'entendais le nom depuis quelques temps, en tant qu'influence d'autres choses que je lisais. J'avais lu Les Chairs de poule, par exemple. Et je voulais passer un peu à l'étape supérieure. Et ces deux recueils alors, sont plus proches en réalité de Chair de poule que de Lovecraft, hein, on va pas se mentir. Mais m'avait marqué quoi, avait marqué une étape, il m'avait fait un peu peur, mais de manière très positive, hein, c'est ce que je cherchais. J'en avais gardé un souvenir ému quoi. Ils avaient marqué un jalon dans ma vie de lecteur d'horreur, me faisant passer, comme je disais, oui, de Chair de poule à l'étape d'après. Qui s'est avéré, oui, dans mon cas, être Lovecraft. J'ai lu Lovecraft avant Stephen King, par exemple. Euh, Ça a été un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Et donc, ces deux recueils que vous voyez, Minuit, Heure de l'horreur et Encore de l'horreur, Quelle horreur, respectivement 94-95 en France, ont été écrits au masculin par une américaine qui s'appelle Judith Bauer Stamper, qui est née en 47 et sur laquelle c'est assez dur de trouver des infos. Euh, Parce que Internet n'oublie rien, mais Internet ne sait pas tout. Et notamment, je trouve qu'Internet, parfois, c'est un peu dur de trouver des infos sur des sujets très niches qui datent d'avant l'Internet tout-puissant. Et notamment sur Judith Bauer Stamper, il n'y a pas grand-chose. En croisant les sources, j'ai vu qu'en fait, en langue anglaise, elle est américaine, hein, en langue anglaise, elle a publié pas mal de trucs très variés, très littérature jeunesse quasi uniquement, mais elle a fait de tout. Il y a autant des livres d'horreur, alors c'est ceux qui sont les plus connus visiblement aux États-Unis, mais elle a fait ça, elle a fait du livre de licence, vous voyez, de l'adaptation au roman de films Disney, par exemple, des choses comme ça. Elle a fait des livres éducatifs, des choses comme ça. Il y a plein de références qui n'ont pas l'air globalement très intéressantes. Je vais pas mentir, elle a pas l'air d'avoir une œuvre dingo, mais elle a une œuvre assez pléthorique, assez diverse. Donc dans le lot, il y a peut-être des trucs sympas, je ne sais pas. En français, les deux seules choses qu'on a eues, c'est donc Minuit, Heure de l'horreur et Encore de l'horreur, Quelle horreur. Deux de ces recueils de nouvelles horrifiques. Horrifiques pour enfants, vous voyez sur les couvertures, c'est marqué dès 11 ans. Qui avaient été publiés chez Pocket, comme vous voyez aussi sur la couverture, et qui ont été. Alors moi, l'édition que j'avais quand j'étais jeune, c'était celle-là, avec le dos vert, qui était très typique de cette tranche d'âge pour Pocket. Ils ont été réédités un peu plus tard, je crois, dans une autre édition, toujours par Pocket, mais c'était pas la mienne, c'était pas mon édition. Donc quand je les ai rachetés d'occasion, je les ai rachetés tels que vous les voyez là. C'est des livres, évidemment, qui aujourd'hui ne sont plus du tout édités, ne sont plus du tout trouvables neufs, sous aucune version. Peut-être qu'ils seront réédités un jour, peut-être pas. Je pense qu'ils sont un peu tombés dans l'oubli. C'est justement pour ça un peu que je voulais en parler, que je voulais faire une vidéo dessus, parce que c'est pas du tout des livres cultes. Contrairement à Chair de poule, par exemple, de Stein, qui est vraiment dans le même registre, hein, on est sur l'horreur pour enfants, pour grands enfants, mais pour enfants, pas encore vraiment pour adolescents. Il y a une petite nuance au niveau de l'âge. Chair de poule est devenu super culte, c'est réédité tout le temps, vous trouvez tous les chairs de poule que vous voulez dans n'importe quelle librairie. Là, Judith Stamper, c'est une autrice oubliée, comme d'autres, hein, c'est pas la seule,
Il y en a même des plus importants également oubliés. Je pense à un auteur comme Christopher Pike, dont on parlera peut-être un jour. C'est des auteurs de cette vague-là, mais qui n'ont pas survécu vraiment autant. En tout cas, dont les livres n'ont pas vraiment survécu. Et donc, on ne peut les trouver que d'occasion. Ça vaut pas très cher. On en a déjà parlé, je crois, mais les livres, quand je dis livres, je veux parler de romans. La littérature, ça cote très peu en général en occasion. Il y a quelques contre-exemples, quelques auteurs, quelques romans un peu cultes ou quoi qui ont pris un peu de valeur, mais la plupart, c'est très peu cher. C'est vraiment la Minuit Heure de l'horreur et encore de l'horreur, quelle horreur. Je les ai achetés 2-3 euros sur internet. Je me rappelle même plus le prix, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Ça m'a quasiment rien coûté en réalité. Donc j'étais très content de les reprendre. Je les ai relus. Alors, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui à 41 ans? Ça fait pas très peur. C'est quand même de l'horreur pour enfants. C'est pas écrit avec une maestria incroyable. Alors après, là, c'est les textes traduits, donc je ne sais pas ce que ça vaut en anglais. Mais c'est pas des trésors d'écriture de dingue. Les idées sont assez classiques. Ça tourne beaucoup autour des fantômes, beaucoup autour d'esprits vengeurs. D'une façon ou d'une autre, c'est énormément ça. Donc on est très dans une grammaire d'histoires qui font peur qu'on se raconte au coin du feu en colonie de vacances, vous voyez. C'est beaucoup ça. Et je pense que c'est ce qui m'a plu quand j'étais petit. Moi en fait, c'est marrant parce que la plupart des histoires, il y en a 2-3 dont je me souvenais activement, pardon. Mais la plupart, je les avais oubliées. Sauf qu'au moment de les relire, ben en fait, elles me sont toutes revenues immédiatement. Dès les premières pages, je me disais, ah oui, c'est ça l'histoire. Et donc, elles m'ont quand même un petit peu marqué, même si elles sont très classiques, même si c'est pas une écriture de dingue. C'est des histoires qui se sont logées dans mon imaginaire parce qu'elles sont arrivées au bon âge. Elles sont arrivées quand j'avais 10-11 ans. Et donc, ben, c'est un âge où j'étais très en demande de trucs qui font peur, très en demande de choses pour nourrir mon imaginaire. Et elles sont arrivées pile à ce moment-là. Voilà, donc c'est un peu pour tout ça que je voulais en parler. Pour ces superbes couvertures, je trouve qu'elles sont très belles, de Pierre-Olivier Templier, que vous voyez là, qui était le dessinateur, l'illustrateur, qui faisait quasiment toutes les couves de Pocket Horror à l'époque. Alors je crois que c'était Pocket Terreur, le nom, ça devait être ça, et qui dirigé par David Camus, et ce qui était le directeur de collection, et qui est devenu un spécialiste de Lovecraft par la suite, enfin qui l'était peut-être déjà à l'époque d'ailleurs, mais qui maintenant a écrit des textes sur Lovecraft. Et donc ouais, ces couvertures, je les trouve très belles, très iconiques. Moi, je m'en souvenais parfaitement, notamment la deuxième, parce qu'en fait, j'ai commencé par Encore de l'horreur, quelle horreur. Ça a été mon premier, et j'ai acheté le premier Minuit Heure de l'horreur après. Voilà, je ne sais que vous dire. Si, que pourquoi. On va terminer par une lecture. Je vais vous lire une des nouvelles, hein, je vous préviens. Mais juste avant de faire ça, je voulais vous expliquer un peu pourquoi j'avais envie de parler de ces recueils qui, pourtant, comme je vous dis, alors il y a Ronnie qui essaye de me mordre par derrière. Hop, Ronnie, fais pas le méchant. Que disais-je j'avais envie de vous parler de ces recueils qui pourtant, comme je vous le disais, ne sont pas historiques, c'est pas des must-read absolus qu'il est très important d'avoir dans sa bibliothèque. Si vous les avez pas eu enfant, je pense qu'aujourd'hui ils vont rien vous faire, même si vous aimez l'horreur. On est sur de la petite nouvelle assez inoffensive globalement, même si Judith Stamper va toujours un peu plus loin que Chair de Poule par exemple. En général, le personnage meurt par exemple dans ces nouvelles. Ça se termine très souvent par ce twist-là, entre guillemets, ce qui n'est quasiment jamais le cas dans les Chairs de Poule, hein, par exemple. Chair de Poule, c'est assez rare que le perso principal meure réellement. Ça arrive, mais c'est pas la norme. Et je voulais parler de ces recueils parce que Judith Stamper, justement, n'est pas devenue culte. Ce n'est pas Chair de Poule, justement. C'est pas resté dans les mémoires. Tout le monde l'a oublié, ou presque. Ces deux recueils ont été un truc important pour moi et probablement presque uniquement pour moi. Je sais que ça a été important pour une autre personne que je connais pas, qui est le journaliste de rap Yerim Sar. Je sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, qui est un journaliste connu en France qui est spécialiste du rap et qui est assez drôle. C'est un mec très drôle dans ses interviews et tout, qui, dans une interview de lui-même, enfin c'est lui qui était interviewé cette fois pour un podcast, a parlé de ses recueils, ce qui m'a fait un effet trop bizarre. Genre c'était la première fois que quelqu'un d'autre que moi-même évoquait ces deux recueils.
Il disait que ça l'avait marqué quand il était gamin aussi. Donc c'était très très inattendu comme référence dans une interview de spécialistes de rap. Mais on est au moins deux à les connaître. Donc voilà. Je mettrai le lien de cette interview de Yerim. Ça peut être marrant. Je vais vous retourner ça pour changer juste un peu l'image. Il y a deux, trois dessins derrière aussi. Et oui, et je termine, je me perds complètement. Comme d'habitude, rien n'est écrit, ce n'est pas grave. Je voulais parler de ces deux recueils de Judith Stamper, justement parce que personne n'en parle et personne n'en parlera, et qu'en réalité, ils sont destinés à être un peu dans les archives de l'histoire de la littérature jeunesse. C'est pas des œuvres cultes, c'est des œuvres qui sont plus rééditées, qui sont vieillissantes, qui ont été remplacées par d'autres, parce qu'elles sont assez classiques. Hein. Donc des recueils d'horreur, il y a toujours des enfants qui en voudront, je pense. Ça a un rôle à jouer, la nouvelle d'horreur en littérature jeunesse. Mais il y en a eu d'autres depuis. Et celles de Judith Stamper ne sont peut-être pas assez originales pour mériter d'être rééditées, tout simplement. Donc elles vont être oubliées. Et je me dis quand même qu'elles ont été écrites par une autrice qui m'a fait peur à une époque, qui a joué un rôle dans ma vie de lecteur, dans ma vie de futur écrivain, dans ma vie de fan d'horreur, de fan de monstres, de fan de peur. Et donc j'avais envie de laisser une trace pour elle. Alors, elle verra jamais cette vidéo et je pense qu'elle n'en a rien à foutre. Je ne sais même pas si elle a encore envie. Il y a très peu d'infos sur elle sur Internet. Mais même pour vous, en tout cas, j'avais envie de faire en sorte qu'elle soit peut-être pas complètement oubliée de tous. Si ça vous intéresse un jour d'entrouvrir la porte de ces deux recueils, j'avais envie que vous sachiez et que le vous étant global, n'importe qui tombant sur cette vidéo, que vous sachiez qu'ils existent, qu'ils sont encore trouvables sur les sites d'occasion assez régulièrement, ils sont pas durs à trouver, et que ils sont plutôt chouettes en fait pour des enfants qui ont envie de se faire un peu peur. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux recueils qui n'ont encore une fois rien de culte, rien d'immanquable, mais qui ont fait une partie de la fin de mon enfance, de cette période où j'étais pas encore un adolescent, mais j'étais vraiment sur la toute fin de l'enfance. On se termine en lisant une nouvelle. On va lire une nouvelle du deuxième recueil. Je vais laisser celui-là en fond. La nouvelle qui s'appelle Le Gecko et qui a donné justement la couverture. Une que j'aime bien et qui ne parle pas de fantômes. Je vous ai dit, il y a une prépondérance du thème du fantôme dans les nouvelles. Celle-là, c'est autre chose. On se quitte avec la lecture et je vous souhaite d'ores et déjà de prendre soin de vous et d'aller bien pour cette fin de vacances d'été. Le Gecko. Jason appuya sur l'interrupteur de la cuisine et, avec dégoût, regarda les cafards qui détalaient pour se cacher. L'un d'eux se glissa sous le grille-pain, un autre se précipita sous le placard, deux autres disparurent derrière le réfrigérateur. À la vue des cafards, Jason eut un haut-le-cœur. En arrivant, il avait eu l'intention de préparer un petit casse-croûte pour son dîner. Mais maintenant, rien que d'y penser, il avait la nausée. Et s'il y avait un cafard dans la boîte à pain? Si l'un d'eux surgissait du réfrigérateur lorsqu'il ouvrirait la porte? Jason éteignit la lumière et retourna au salon sur la pointe des pieds. Il observa les murs blancs de la petite pièce. Ses fenêtres à barreaux lui donnaient l'aspect d'une prison. Jason secoua la tête en se demandant pourquoi il était venu s'installer à New York. C'était un endroit froid, solitaire, si l'on n'avait ni amis ni famille. Jason se dit qu'il aurait presque pu supporter la solitude s'il n'y avait eu cette chose, les cafards. Son appartement était infesté de centaines et de centaines de ces bestioles. Les cafards donnaient à Jason l'impression d'être prisonnier chez lui. Au début, il avait essayé de les tuer avec une chaussure ou un journal, mais ils étaient toujours trop rapides. Il trouvait toujours un endroit où se cacher. Désormais, toutes les fois qu'il en apercevait un, Jason prenait la fuite. De la cuisine au salon, du salon à la chambre. Mais les cafards ne le laissaient jamais tranquille. Seul le sommeil parvenait à vider son esprit de ces insectes qui détalaient à toute vitesse. Jason se laissa glisser doucement sur son canapé et prit son journal avec précaution. Très lentement, il l'ouvrit et le secoua. Un jour, un cafard avait jailli des pages consacrées au sport. Mais, ce soir-là, le journal ne présentait aucun danger. Jason parcourut les manchettes et les éditoriaux. Ensuite, il tourna la page et, immédiatement, un gros titre attira son regard. Tandis qu'il parcourait l'article, il se penchait en avant, comme pour connaître la suite plus vite. Puis, avec un sourire nerveux, il sortit un carnet de la poche de sa veste et écrivit un mot important qu'il venait juste d'apprendre. Gecko. Le lendemain, pendant sa journée de travail, Jason ne cessa de penser à cet article. Enfin, à 17h, il quitta son bureau et se dépêcha d'aller au magasin d'animaux qui se trouvait sur le chemin de son domicile. Il courut l'espace du dernier pâté de maison afin d'être sûr d'arriver avant la fermeture, et entra dans la boutique.
Des poissons, des hamsters et des chatons se trouvaient dans la première partie du magasin. Jason emprunta un couloir encombré qui conduisait à l'arrière-boutique, réservé aux animaux plus exotiques et moins demandés. Là, à côté d'une caisse pleine de serpents, il découvrit le gecko. Il était dans une caisse en verre, tout seul, et fixait Jason de ses yeux verts exorbités. Jason observa le corps de l'animal, rayé de brun et recouvert de bosses écailleuses. Il était plus gros, beaucoup plus gros qu'il ne l'avait imaginé. Soudain, le lézard sauta en direction de Jason sur la paroi de verre et y resta collé. En proie à un mélange de dégoût et de fascination, Jason examina les coussinets à ventouses sous chaque patte du gecko. L'article du journal en parlait. Grâce à eux, l'animal pouvait grimper sur toute surface lisse, même au plafond. Le regard fixe et froid du lézard et son corps couvert d'écailles lui soulevèrent le cœur. Puis il vit le panneau accroché au bas de la cage, de verre, et lut « Tueur de cafards ». Voilà pourquoi Jason s'était rendu dans ce magasin. En effet, le journal précisait qu'un seul gecko peut manger 10, 20 et même 30 cafards en une seule nuit. Toujours d'après l'article, il tenait son nom du glapissement aigu qu'il poussait, surtout après avoir dévoré sa proie. Jason jeta un dernier regard au lézard et résolut de l'acheter, même s'il était gros et repoussant. Une vendeuse vint lui proposer ses services. Jason lui demanda s'il s'agissait d'un gecko de taille normale. La jeune femme reconnut qu'il avait grandi très vite et qu'il était plus gros que la moyenne, mais elle fit remarquer que sa taille en ferait un chasseur encore plus efficace. D'une voix hésitante, Jason annonça qu'il achetait l'animal. Quelques instants plus tard, il sortit de la boutique en emportant le gecko dans une boîte en plastique transparent. Ce soir-là, lorsque Jason entra dans son appartement, il alluma les lampes et regarda rapidement alentour à la recherche des petits corps mobiles et rapides qui l'accueillaient tous les soirs. Il en compta 10 cafards, rien que dans l'entrée. Ils se glissèrent dans les fentes du plancher et se cachèrent sous les meubles du salon. Jason serra les dents et s'avança dans l'appartement. Il déposa le gecko sur la petite table ronde qu'il utilisait pour manger et pour travailler. Immédiatement, le lézard sauta sur la paroi de sa boîte en plastique en le fixant de ses étranges yeux verts. Jason se débarrassa de sa veste et s'assit sur une chaise, devant le gecko. Puis il sortit l'article du journal de la poche de sa veste. « Voilà l'animal familier idéal pour le citadin, le gecko vorace », titrait-il. Jason parcourait à nouveau l'article pour savoir ce qu'il devait faire à présent. D'après le journaliste, il suffisait de laisser le gecko en liberté dans l'appartement. À la différence de la plupart des animaux familiers, le gecko n'exigeait aucun soin. Il se nourrissait lui-même de cafards. Et l'article précisait que son propriétaire le voyait rarement, car il ne sortait que la nuit pour chasser. Jason remarqua que ses mains tremblaient lorsqu'il posa le journal sur la table. Il hésita, puis se leva pour toucher le couvercle de la boîte. À ce moment, le gecko sauta vers le haut et vint s'y coller. Nerveusement, Jason retira ses mains et regarda fixement le lézard hideux. Soudain, la pensée que cet animal serait en liberté dans son appartement lui donna la chair de poule. Puis, du coin de l'œil, il aperçut un nouveau cafard qui détalait sur le plancher. Ce fut ce qu'il décida. Vite, Jason tendit le bras vers la boîte en plastique et ouvrit le couvercle d'une pichenette. Le gecko resta figé pendant un moment, sous la lumière vive. Sa queue d'écaille eut un mouvement de va-et-vient. Ses yeux verts scrutèrent la pièce. Tout à coup, il s'élança et sauta sur le plancher, près du cafard. Quelques secondes plus tard, il avait poursuivi le cafard sous le réfrigérateur et disparu. Pendant un moment, Jason resta assis, consterné à l'idée de ce qu'il venait de faire. Un lézard se cachait à présent dans les recoins obscurs de son appartement, en compagnie de cafards. Pour se rassurer, il reprit l'article du journal et le lut encore. Enfin, d'un pas méfiant, il alla dans la cuisine pour préparer son dîner. Puis Jason regagna le salon avec son repas et s'assit devant le poste de télévision. Il regarda un long film, ce qui lui permit de ne pas penser au gecko jusqu'à minuit. Se sentant étrangement exténué, il entra dans sa chambre d'un pas mal assuré et se prépara pour la nuit. Jason se coucha et ferma les yeux, avec l'impression qu'il pourrait s'endormir à jamais. Lorsque le sommeil commença à envahir lentement son esprit, un curieux bruit de mastication rompit soudain le silence de l'appartement. Crac, crac, crac. Jason se raidit, puis il s'assit précipitamment dans son lit, bien droit. Il tendit l'oreille, attendant que le bruit revienne. Crac, crac, crac. Une seconde plus tard, un glapissement sauvage transperça le silence de la nuit, ébranlant les nerfs de Jason. Gecko, gecko, gecko. À ce bruit, le sang de Jason se figea. Il retomba dans son lit et remonta les couvertures très haut. Il repensa à l'article du journal. Ce dernier ne mentionnait à aucun moment l'horrible bruit de mastication que faisait le gecko lorsqu'il dévorait la carapace coriace des cafards, ni le vacarme qu'il faisait. Alors Jason se souvint que son gecko était plus gros que la moyenne. C'était peut-être pour cette raison qu'il criait aussi fort. Crac, crac, crac. Le gecko mangeait un autre cafard. Le bruit irrita Jason comme l'aurait fait un crissement d'ongles sur un tableau noir.
Il enfouit la tête sous son oreiller, mais ce dernier ne le protégea pas du glapissement triomphal du gecko, avalant sa proie. Le lendemain matin, Jason alla dans la salle de bain d'un pas mal assuré et se regarda dans le miroir. Il était livide et il avait les traits tirés. Une étrange lueur brillait dans ses yeux sombres et ses lèvres étaient pâles, formant un rictus qui trahissait son anxiété. Il se demanda si quelqu'un remarquerait sa mine au bureau. Il se demanda aussi comment il irait jusqu'au bout de cette journée. Lorsqu'il quitta enfin son bureau, à 17h, Jason commença par prendre son chemin habituel pour retourner chez lui. Mais plus il approchait de son immeuble, plus son pas ralentissait. Il ne voulait pas rentrer dans son appartement, là où le gecko l'attendait dans le noir. Il dîna dans un petit restaurant italien où il s'offrit un plat de spaghettis bon marché. Ensuite, il alla au cinéma et regarda 2 longs métrages qui durèrent en tout 4 heures. Enfin, juste avant minuit, il poussa la porte de son appartement. Comme Jason appuyait sur l'interrupteur de l'entrée, un étrange glapissement brisa le silence. Il sursauta et jeta un coup d'œil au plafond juste au-dessus de lui. Le corps rayé du gecko s'y pressait. L'animal était en train de mastiquer un cafard à demi-mort. Pendant quelques secondes, Jason le regarda avec horreur. Le gecko paraissait avoir grandi pendant la journée, et il fixait Jason comme s'il avait encore faim. Jason se précipita dans sa chambre et claqua la porte. Il la ferma à double tour derrière lui et resta à frissonner dans le noir. Le gecko n'a sans doute pas eu le temps de me suivre, pensa-t-il. Là, dans sa chambre, il était en sécurité. Avec des gestes nerveux, il se déshabilla, se glissa dans son lit et resta étendu, tremblant toujours. Il essaya de se calmer et de trouver le sommeil. Il n'y aura pas de bruit de mastication cette nuit, se dit-il, ni glapissement, seulement du sommeil. Alors, dans l'obscurité, le bruit s'éleva. Crac, crac, crac. Jason hurla de panique, ne pouvant plus se maîtriser. Le gecko se trouvait quelque part dans la pièce. Il chassait et dévorait sa proie. Jason enfouit la tête sous les couvertures, mais il entendit encore le cri aigu du gecko, chaque fois que celui-ci partait en quête d'une autre victime dans la chambre obscure. Le lendemain matin, Jason regarda ses mains tremblantes renverser le café de sa tasse. À nouveau, le gecko l'avait tenu éveillé presque toute la nuit, avec son bruit de mastication meurtrier et son glapissement. Mais Jason remarqua qu'il n'y avait qu'un seul cafard dans la cuisine ce matin-là, et il n'en avait trouvé aucun dans la salle de bain. Lentement mais sûrement, le gecko était en train de les traquer et de les exterminer l'un après l'autre pendant ces longues nuits. Juste à ce moment-là, Jason vit le gecko jaillir de sa chambre et entrer dans la cuisine. En apercevant son corps boursouflé qui passait à peine sous le réfrigérateur, il étouffa un cri. Pendant la nuit, le lézard avait encore grossi. Soudain, Jason posa sa tasse et fixa le mur. Une nouvelle idée traversait son esprit. Que se passerait-il lorsque le gecko n'aurait plus de cafard à manger? À la fin de la semaine, Jason eut beau chercher, il ne trouva plus un seul cafard dans son appartement. Pas davantage dans le réfrigérateur. Aucun cafard ne prenait la fuite lorsqu'il rentrait le soir. Rien non plus sous la poubelle de la salle de bain ou à l'intérieur des revues posées sur sa table de nuit. Jason avait également remarqué autre chose. Le bruit de mastication du gecko était devenu de plus en plus fort, mais de moins en moins fréquent pendant la nuit. Cependant, Jason ne dormait pas davantage. Le silence le tourmentait tout autant. Ce soir-là, Jason regarda la télévision jusqu'à ce que ses yeux le brûlent de fatigue. Finalement, il se glissa dans sa chambre et resta allongé, complètement immobile dans le noir. Longtemps, il attendit le bruit de mastication. Mais la pièce resta silencieuse, aussi silencieuse qu'une tombe. Alors, Jason imagina tous les endroits où pouvait se trouver le gecko. Se tenait-il tapis sur le sol poussiéreux, sous le réfrigérateur, plaqué contre le verre chaud de l'écran de son poste de télévision? Ou était-il dans sa chambre, plongé dans l'obscurité? Et s'il était en train de ramper sur le plafond au-dessus de sa tête à ce moment précis? Et s'il avait faim? Tard dans la nuit, des policiers se précipitèrent dans l'immeuble pour répondre à un appel téléphonique de la voisine de palier de Jason. Elle avait entendu de terribles hurlements venant de son appartement, puis un curieux bruit de mastication, suivi d'un glapissement à ficher le sang. Ils forcèrent la porte verrouillée de Jason et fouillèrent l'appartement. Jason restait introuvable. Son lit était vide. Seules quelques taches suspectes souillaient les draps. Et malgré une exploration complète des lieux, les officiers de police négligèrent de regarder sous le lit. Là, caché dans le noir, se tenait le gecko, tout boursouflé, enfin repu.